Mes chers enfants, je sais que les conseils des adultes vous agacent. Je sais que chaque fois qu'un adulte commence à vous en donner un, vous laissez échapper un long intérieur. Vous ne dites rien parce que vous êtes bien élevé, mais n'en pensez pas moins. Je vous comprends. J'ai moi-même été un enfant et j'ai moi-même eu envie de dire 100 fois à mes parents ou à mes professeurs « Cause toujours, tu m'intéresses ». Prenons un exemple, sinon ce serait ennuyeux. L'exemple le plus connu et qui tient en 3 mots « Range ta chambre ». Je vais vous raconter ce qui est arrivé à un garçon de 10 ans qui s'appelait Joe. C'était en 1968. Une époque à laquelle beaucoup de parents avaient décidé de ne plus imposer quoi que ce soit à leurs rejetons. Le slogan était « Il est interdit d'interdire ». Et les parents de Joe l'appliquaient à la lettre. « Tu ne veux pas te mettre à table, Joe ? D'accord, ne te mets pas à table. Tu ne veux pas te laver les mains ? Ne te lave pas les mains. Tu ne veux pas ranger ta chambre ? Ne range pas ta chambre. » Il est facile d'imaginer à quoi ressemble une chambre mal rangée. On visualise les jouets éparpillés, des vêtements jetés au sol, des moutons de poussière sous les meubles ou même horreur, une tache de confiture de fraises sur la moquette ou le tapis. Mais il ne s'agissait pas de cela dans la chambre de Joe. Pas du tout. Cessez d'imaginer une chambre mal rangée. Vous êtes à côté de la plaque. Faites plutôt l'effort d'imaginer à quoi ressemble, au bout d'1 an, une chambre que l'on n'a jamais rangée. Cela commence au matin de la rentrée des classes, en septembre 1968. Joe quitte sa chambre sans prendre le temps de la ranger, alors qu'il le faisait si bien jusque-là. C'est normal, pense sa mère. C'est la rentrée, il n'a pas la tête à ça. Mais le lendemain, c'est la même chose, et le surlendemain, encore. La mère de Joe a bien l'idée de ranger elle-même, ou bien de lui demander de le faire, mais le père s'y oppose. Joe n'a pas envie de ranger sa chambre, nous n'avons pas à lui imposer ça. Sa chambre, c'est chez lui. Au bout d'1 semaine, c'est un bazar indescriptible dans la chambre de Joe. Il faut enjamber les obstacles. Il n'y a plus la moindre place sur le bureau, ni sur les étagères. Tout y est entassé en pyramide. Et comme Joe continue à empiler au sommet de ces pyramides, cela dégringole sur les côtés et s'accumule par terre. Au bout de 2 semaines, la plupart des objets sont brisés parce que Joe a marché dessus. Les jouets en bois et en plastique, mais aussi son appareil photo, son magnétophone à cassette. Plus rien ne fonctionne. Sauf le petit téléviseur qui est sous le bureau et que Joe atteint en rampant. Pendant la 3e semaine s'ajoutent les denrées périssables. Tartines de beurre abandonnées, bol de flocons d'avoine renversés avec le lait qui va avec, jus de fruits collants et poisseux, pâte aux gruyères qui commence à moisir dans les assiettes. Mi-octobre, Joe doit pousser très fort la porte d'entrée pour se frayer un passage suffisant alors qu'il est
plutôt mince. Une fois à l'intérieur, il se met à quatre pattes et progresse sur un amas de détritus d'environ 50 centimètres. Quand il atteint son petit téléviseur, il l'allume dans le noir et dégage autour de lui une sorte de petite grotte. C'est comme au cinéma, sauf qu'il est l'unique spectateur. En mars 1969, 6 mois donc après le début de cette histoire, la porte ne peut plus s'ouvrir et le père doit ménager une chatière carrée par laquelle Joe parvient à se glisser dans sa chambre. Il est équipé d'un petit piochon de jardinage qui lui permet de se frayer un passage, un peu comme les mineurs qui avancent dans la galerie, ou comme une taupe si vous préférez. En mai, il circule grâce à une lampe frontale dans des tunnels qui parfois s'effondrent aussitôt derrière lui après son passage, ou qui parfois tiennent quelques jours avant de s'effondrer. Son lit reste accessible, mais pour s'y allonger, il doit repousser les 2 pieds pleins d'objets durs ou mous qu'il ne sait même plus identifier. Le lit est sous la fenêtre et Joe a réussi à préserver un étroit passage par lequel il voit la lune le soir. Le plus difficile, c'est de retrouver la porte d'entrée le matin pour partir à l'école. Il lui arrive d'errer une demi-heure avant d'accéder à la chatière. Une fois sorti, il va prendre sa douche, met des habits propres et retrouve ses parents dans la cuisine. « Ça gaze, mon grand ?» demande son père. « T'as bien dormi, mon chéri ?» demande sa mère. « Nickel !» répond-il aux deux. Un soir, alors qu'il ouvre une nouvelle galerie et qu'il progresse lentement, il s'aperçoit que la lumière de sa chambre frontale faiblit. La pile. Il accélère son avancée, mais rien à faire. Après quelques minutes, l'ampoule s'éteint. Joe actionne son piochon. Il est à la peine. Ça fait cratch, cratch. Mais le problème, c'est que ça continue à faire cratch, cratch quand il ne creuse plus. Alors c'est son cœur qui fait boum, boum. Le bruit s'amplifie. Joe écoute. Il lui semble qu'au cratch, cratch se mêle un bruit de respiration. Qui est-ce? Son père qui vient déjà le secourir? Sa mère? Un monstre? La réponse lui est donnée dans l'instant qui suit. Une énorme bête pleine de bave et équipée de 2 oreilles pendantes se colle sur son visage et le lèche. Bourru! C'est son chien adoré, Bourru, qui a sans doute réussi à passer son gros ventre par la chatière et qui vient le rejoindre. Les deux rient. Oui, oui, le chien rit aussi, ça se voit. 10 minutes plus tard, ils sont sur le lit, tranquilles. Tu vois là, la lune, Bourru? Demande Joe. C'est chouette, non? Le chien a posé sa tête sur la cuisse de Joe, il s'endort. Bientôt, Joe dort aussi.
Un matin de septembre 1969, Joe n'apparaît pas dans la cuisine à l'heure du petit déjeuner et le chien a disparu. Le père et la mère toquent à la porte de la chambre. Cela sonne plein. « Joe, c'est l'heure de partir à l'école. Que fais-tu » Pas de réponse. Ils cognent plus fort avec leurs poings. « Joe, sors d'ici » Le père s'accroupit et appelle par la chatière. « Joe, c'est pas drôle, sors » Seulement, Joe ne sort pas. On fait venir un menuisier qui démonte la porte. Quand elle cède, le menuisier est renversé dans le couloir, enseveli sous une avalanche d'objets. On fait venir une entreprise de nettoyage qui abandonne à midi. C'est compact jusqu'au plafond, explique le directeur. Ce chantier dépasse nos compétences. Le père de Joe se rappelle alors un ami ingénieur qui a travaillé au percement du tunnel du Mont Blanc. Celui-ci vient aussitôt avec une sorte de mini-tunnelier et passe l'après-midi à dégager la chambre. Il a aussi apporté 2 brouettes avec lesquelles le père et la mère de Joe, en passant par le couloir puis par le salon, transportent les débris, détritus et masses diverses jusqu'à un camion qui attend dans la rue. Vers minuit, épuisé, l'ami ingénieur appelle les parents. « Voilà, j'ai tout vidé. Pas de trace de votre fils. Je suis vraiment désolée. » La pièce est absolument vide. Cela résonne. Ils se tiennent tous les 3 à la fenêtre et regardent la lune qui brille là-haut, au-dessus de l'immeuble voisin. Et mon histoire se finit comme ça. « Oh, c'est une fin, ça, me direz-vous, plutôt déçu. » Je répondrai que oui. Enfin, c'est la fin que j'ai choisie. « Bien, me direz-vous encore. Mais que faut-il en penser de cette histoire? Quel en est le message? Est-ce qu'il faut ranger sa chambre? Ne pas la ranger? La ranger un peu? » Mais je n'en sais absolument rien. Faites comme vous voulez, mes enfants. Regardez, mon métier à moi, c'est d'écrire des histoires. Alors j'en écris. Et bien sûr, on m'assomme de conseils. On me dit que ce serait bien que mes histoires aient une vraie fin, qu'elles donnent de bonnes idées aux enfants, qu'elles leur apprennent la vie, qu'il y ait une morale, quoi. Moi, j'écoute, parce que je suis polie. Mais intérieurement, je pousse un long et je m'interdis de dire à voix haute ce que je pense tout bas. Cause toujours. Tu m'intéresses.